تسمية النائب الأستاذ فنان سلام. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Comme le veut la tradition, le Premier ministre désigné, Tamam Salam, a effectué sa tournée protocolaire auprès des anciens chefs de gouvernement. À la veille des consultations parlementaires, il dit vouloir former un cabinet d'union nationale. Nabih Berri convoque le Parlement à une séance plénière demain pour discuter de la loi électorale de 1960. Selon le patriarche Raï, toutes les parties réclament un projet de loi mixte. Un attentat suicide fait une quinzaine de morts en plein cœur de Damas. L'ONU se dit prête à enquêter sur toute accusation d'utilisation d'armes chimiques en Syrie, au moment où Vladimir Poutine veut l'arrêt de toutes les livraisons d'armes. Et puis à suivre également dans cette édition, la Dame de Fer n'est plus. L'ancien Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, s'éteint à l'âge de 87 ans à la suite d'une crise cardiaque. Elle a dirigé le gouvernement de 1979 à 1990. Comme le veut la tradition, pour tout Premier ministre désigné, Tamam Salam a effectué sa tournée protocolaire auprès des anciens chefs de gouvernement. Il s'est d'abord rendu au domicile du Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati. À l'issue de leur brève rencontre, Salam a indiqué avoir entendu son point de vue, estimant qu'il a besoin de toutes les expertises pour la formation d'un gouvernement. Prochaine étape, Aïcha Bakar pour une rencontre avec Selim El-Hos, où Tamam Salam s'est dit optimiste et espère servir l'intérêt du peuple libanais. Il s'est ensuite rendu chez le chef du CPL, Michel Aoun. Depuis Rabier, il a précisé qu'il cherche à former un gouvernement d'union nationale dans lequel les membres ne seront pas candidats aux élections législatives. Et puis, après sa rencontre avec Omar Karame et Ramlet El-Baïda, le Premier ministre désigné a dit souhaiter que l'unanimité de sa désignation se répercute sur le processus de formation du gouvernement. Et puis finalement, dernière étape, le domicile de Fouad Seniora, où il a affirmé que le Liban, qui traverse une période critique, a besoin sans tarder d'un cabinet pour répondre à tous ces défis. Désigné samedi pour former un nouveau gouvernement, Tamam Salam entamera dès demain des consultations avec les blocs parlementaires en vue de la formation de son cabinet. Et puis la France a salué la nomination de Tamam Salam, estimant que le large consensus lors des consultations parlementaires est un signe encourageant. Le Quai d'Orsay a indiqué qu'il est important que cette nomination soit suivie aussi vite que possible de la formation d'un gouvernement qui garantisse la bonne marche des institutions et notamment la tenue des élections législatives dans le respect des délais constitutionnels, et ce dans l'intérêt du Liban et de sa stabilité. Paris a d'ailleurs réitéré son attachement à la stabilité et à la souveraineté du pays du Cèdre, surtout dans les moments difficiles. Et puis au palais de Barabda ce lundi, le chef de l'État, Michel Sleiman, a reçu le patriarche maronite Marbchara Boutresserahi. Il a été question des derniers développements sur la scène locale, notamment la désignation de Tamam Salam au poste de Premier ministre et la formation rapide de son cabinet. Cette rencontre intervient avant le départ de Raï, aujourd'hui même pour la France, où il doit participer à un colloque international. Depuis l'aéroport, le chef de l'église maronite a indiqué avoir évoqué avec Sleiman le dossier de la loi électorale, assurant que toutes les parties sont opposées à la loi de 1960 actuellement en vigueur et sont d'accord pour une loi mixte combinant scrutin proportionnel et majoritaire. Pour Raï, les Libanais doivent sentir que leur vote a de la valeur et ne leur a pas été imposé. À Paris, le patriarche s'entretiendra cet après-midi avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, puis avec le président François Hollande demain. Nabih Berri a convoqué le Parlement à une séance plénière mardi pour discuter de la loi électorale de 1960. Lors de cette session, l'Assemblée pourrait se prononcer sur la question du report du délai limite de dépôt des candidatures aux élections législatives, sans toutefois annuler cette loi qui est rejetée par la plupart des partis politiques. Le vice-président du Parlement, Farid Makari, a d'ailleurs affirmé que plusieurs formules sont en discussion sur les moyens de prolonger les délais. Dans ce contexte, Michel Sleiman a signé samedi le décret qui vise à repousser du 9 au 16 juin la date des élections législatives. Selon ce projet de décret soumis la veille par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Marouane Charbel, le délai limite du dépôt des candidatures aux élections est repoussé, lui, du 10 au 24 avril. Des habitants de Jabal Mohsen ont bloqué la route menant à ce quartier de Tripoli au Liban Nord
après que 2 des leurs ont été pris à partie par des inconnus. L'armée s'est déployée en force dans la région pour éviter tout débordement et bloquer tous les accès au quartier. Des affrontements meurtriers opposent régulièrement les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et de Bab et-Tebene, notamment depuis le début de la crise syrienne. Ce sont des chiffres de plus en plus inquiétants selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 400 000 réfugiés syriens se trouvent actuellement au Liban. Quelques 113 000 d'entre eux se trouvent actuellement dans le nord du Liban, 99 000 dans la Bekaa, 28 000 à Beyrouth et 20 000 au Liban Sud. Mais les chiffres du HCR représentent uniquement les réfugiés enregistrés auprès de l'agence. La réalité serait en fait proche du million, selon des estimations. Au moins 15 morts et une cinquantaine de blessés, c'est le bilan d'un attentat à la voiture piégée qui a secoué un grand quartier commerçant du centre de Damas. La déflagration s'est produite à Sabah Barat, un quartier où se trouvent notamment la Banque centrale et le ministère des Finances. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les médias officiels accusent les terroristes, terme par lequel le régime qualifie les insurgés. Les rebelles qui cherchent depuis plus de 2 ans à renverser Bachar el-Assad ont multiplié ces dernières semaines les attaques dans le centre de la capitale syrienne. La Russie est-elle en train de changer de ton dans le conflit en Syrie? C'est du moins ce que semble suggérer Vladimir Poutine, principal soutien au régime de Bachar el-Assad. Le président russe a appelé à l'arrêt des livraisons d'armes à toutes les parties syriennes. Au cours d'une conférence de presse avec la chancelière Angela Merkel à Hanovre, le chef du Kremlin s'est dit ouvert à des discussions en vue d'adopter une résolution des Nations Unies sur ce point-là. La Russie est le plus gros fournisseur d'armes au régime de Damas, mais elle assure ne plus livrer d'armes offensives depuis le début de la guerre civile et critique régulièrement les propositions d'armer des rebelles formulées par certains pays arabes et occidentaux. Toutes les accusations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie doivent faire l'objet d'une enquête. Une déclaration signée Ban Ki-moon à son arrivée à La Haye, où il s'est entretenu avec le chef de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le secrétaire général de l'ONU répond ainsi implicitement à la Russie, qui veut que cette enquête se limite aux accusations portées par le régime Assad. En effet, Moscou a critiqué un possible élargissement du champ de l'enquête de l'ONU, dressant un parallèle avec les préparatifs de l'invasion américaine en Irak. Les pays occidentaux, eux, veulent étendre les investigations à 3 autres attaques pour lesquelles Damas aurait, selon les insurgés, eu recours à des armes chimiques. Dans un instant, John Kerry, de nouveau au Proche-Orient pour relancer le processus de paix. John Kerry poursuit sa visite au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie américaine assure n'avoir aucun plan de paix dans ses bagages. Le but de sa visite est d'écouter les protagonistes et voir comment relancer un processus de paix actuellement au point mort. Arrivé dans la région hier en provenance de Turquie, il s'est rendu directement à Ramallah en Cisjordanie où il a rencontré Mahmoud Abbas. Le président palestinien a rappelé ses 2 priorités, à savoir le gel de la colonisation israélienne dans les territoires et la libération des plus anciens prisonniers palestiniens détenus en Israël. John Kerry doit s'entretenir demain à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le calme est revenu aux abords de la cathédrale copte du Caire. C'est là que des violences confessionnelles ont fait 2 morts et 89 blessés après des funérailles dimanche. Des violences sporadiques à coups de jets de pierre et de tirs de chevrotine se sont poursuivies toute la nuit. Les Coptes, qui représentent 6 à 10% des 84 millions d'Égyptiens, sont la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient. Des affrontements surviennent régulièrement entre Coptes et musulmans. Affrontements qui ont fait une cinquantaine de morts côté chrétien et plusieurs musulmans depuis la chute du régime de Hosni Moubarak en février 2011. Alors que la France s'apprête à entamer le retrait progressif de ses troupes déployées au Mali, la formation des soldats africains se poursuit. Un escadron ivoirien de 235 hommes a achevé ce week-end un entraînement de 5 semaines assuré par la force française Licorne. Ils peuvent désormais intégrer le bataillon logistique de la MISMA, la mission chargée d'assurer le transport en zone de combat au Mali. Mais avant de se rendre sur le terrain, les soldats ivoiriens ont été soumis à un exercice grandeur nature à l'Homme au Nord, à 200 km au nord d'Abidjan. C'est un scénario fictif mais proche de ce qu'ils pourront rencontrer dans le nord du Mali. Le danger des mines, les embuscades tendues par des djihadistes ou encore l'évacuation de blessés par hélicoptère. Réaction. Donc dans un premier temps, il y aura un premier peloton qui va tomber sur une embuscade.
devra réagir à l'embuscade tel qu'il a été formé cette semaine et ensuite aller ravitailler une section, puisque ce sont des missions du bataillon logistique que d'aller ravitailler les sections amies de la MISMA. Ils se sont accoutumés à l'ambiance qui les attend. Les tirs des canons auxquels ils auront droit, qui leur seront servis à Bamako, au nord du Mali. Ils ont été accoutumés à cela. Ils ne s'affolent plus. Ils savent que ce n'est pas parce qu'on a entendu un coup de feu qu'il faut s'affoler. Non. Au contraire, ils s'organisent pour riposter comme ils l'ont fait là. Et ils l'ont appris. Les soldats des FRCI sont des gens qui ont l'humilité de vouloir apprendre, qui apprennent vite et qui se donnent. Et qu'au bilan, quand on voit un exercice comme celui-là, qui est un exercice compliqué, qui est un exercice d'envergure, eh bien, je considère que l'objectif est atteint et qu'aujourd'hui, eh bien, individuellement et collectivement, ils sont prêts à partir. Et puis sur le terrain au Mali, une délégation du Comité international de la Croix-Rouge s'est rendue dans un hôpital et dans des établissements publics de Gao. Le chef adjoint des opérations a annoncé plus de 40 millions de dollars d'aide supplémentaire pour le nord du Mali. On l'écoute. De notre côté, le CICR, donc on a été présent pendant toutes ces périodes extrêmement difficiles. On a une opération qui est très très grande et puis aujourd'hui on vient d'ailleurs de lancer une extension budgétaire de près de 40 millions de francs suisses, 33 millions d'euros pour de nouveau soutenir des personnes qui sont très très vulnérables et qui ont besoin d'abord de nourriture mais aussi qui ont besoin d'eau et qui ont surtout besoin d'avoir accès à des services publics qui malheureusement n'ont plus pu très bien fonctionner avec toutes ces périodes de crise. Aujourd'hui, là, j'ai la chance d'être ici avec le directeur de l'hôpital de Gao, un hôpital qu'on a soutenu durant toute la période de crise, un hôpital aussi, finalement, où on continuera avec nos équipes chirurgicales à répondre aux blessés de guerre, mais aussi à offrir un service le plus performant possible à des populations civiles. L'actualité de ce lundi, le Qatar s'engage à apporter 500 millions de dollars d'aide au Darfour. Une annonce faite au deuxième et dernier jour d'une conférence internationale sur le développement de cette région de l'ouest du Soudan, dévastée par 10 années de guerre civile. Cette aide sera constituée de dons et de contributions au développement du Darfour. La Corée du Sud ne s'attend pas à l'imminence d'un 4e essai nucléaire de Pyongyang. Les mouvements observés sur le principal site nucléaire nord-coréen semblent être habituels. En revanche, un tir d'essai de missiles balistiques pourrait avoir lieu dans les jours qui viennent. La Corée du Nord poursuit ses provocations en annonçant l'évacuation de tout le personnel de la zone industrielle de Kaesong, gérée conjointement avec le Sud, ainsi que la suspension de l'ensemble de ses activités. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il ne faut pas paniquer face à l'épidémie de grippe aviaire en Chine. Selon l'OMS, les autorités chinoises ont pris les bonnes mesures pour enrayer le phénomène, que ce soit l'abattage de milliers de poulets ou encore le suivi médical de la population exposée. À ce jour, 21 personnes ont été contaminées par le virus H7N9. 6 d'entre elles sont décédées. L'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher est décédée à l'âge de 87 ans des suites d'une attaque cardiaque. Fille d'épicier, celle qui s'était acquis le surnom de Dame de Fer fut la première et à ce jour la seule femme britannique à accéder à la tête du gouvernement où elle a établi un record de longévité. Elle avait conduit les Tories à la victoire en mai 1979 et avait dirigé le pays jusqu'en 1990. L'actuel Premier ministre britannique David Cameron, lui aussi un conservateur, a estimé qu'avec Margaret Thatcher disparaissait une grande dirigeante, une grande chef de gouvernement et une éminente britannique. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Comme le veut la tradition, le Premier ministre désigné Tamam Salam a effectué sa tournée protocolaire auprès des anciens chefs de gouvernement. À la veille des consultations parlementaires, il dit vouloir former un cabinet d'union nationale. Nabih Berri convoque le Parlement à une séance plénière demain pour discuter de la loi électorale de 1960. Selon le patriarche Raï, toutes les parties réclament un projet de loi mixte. Un attentat suicide fait une quinzaine de morts en plein cœur de Damas. L'ONU se dit prête à enquêter sur toute accusation d'utilisation d'armes chimiques en Syrie, au moment où Vladimir Poutine veut l'arrêt de toutes les livraisons d'armes. Et puis la Dame de Fer n'est plus. L'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher s'éteint à l'âge de 87 ans à la suite d'une crise cardiaque. Elle a dirigé le gouvernement de 1979 à 1990. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programme sur notre antenne. Bonne soirée.
تسمية النائب الأستاذ فنان سلام.